pas nouveau, le fait que chaque génération de bateaux vont plus vite que la génération précédente, quoi. Depuis quelques années, on a vu l'arrivée des foils sur les IMOCA. Donc ça a entraîné un gain en vitesse très élevé. Donc plus les vitesses sont importantes, plus les chocs sont importants et plus les traumatismes peuvent être importants pour les skippers. Une grosse énergie cinétique, un choc qui est délivré chez un bonhomme, ça peut casser une jambe, ça peut casser un fémur. On s'est retrouvé avec des pathologies qu'on n'avait pas vues, des grosses lésions, des grosses plaies, des traumatismes crâniens importants. À chaque fois qu'il tape des vagues, il s'arrête et donc il y a pas mal de micro-commotions, on pense, chez les marins, liées à ces impacts continus. Et puis ils sont toujours recroquevillés, assis, tu bouges pas, ton corps il est complètement perturbé, bloqué, coincé, atrophié. Enfin, c'est assez violent. Si c'est pas des jeux du cirque, si on veut que ça soit propre, que ça soit vraiment la performance pure, que on donne tous les moyens aux gars. Enfin, tu vas pas les gars qui font de la Formule 1, tu les mets pas en slip dans leur voiture sans ceinture de sécurité. L'épreuve qu'ils vont subir ou qu'ils ont subi pendant le Vendée Globe, elle a une durée très très longue. On est exposé à des conditions extrêmes. C'est un peu un marathon où il n'y a pas beaucoup de moments du parcours. Alors, il y a peut-être des petites périodes où on peut se reposer, mais même si ces périodes-là plus cool, c'est des périodes aussi où on doit s'occuper du bateau. Donc en fait, il y a très peu de pauses. Manque de sommeil, alimentation difficile, conditions environnementales. Un bateau qui va vite, un bateau qui bouge, un bateau où il y a du bruit. Donc tout ce qui est sommeil, repos, relaxation, des moments qui sont utiles, ils seront de qualité moindre. Donc on favorise une anxiété qui est inéluctable. C'est pas n'importe quel homme qui part faire ça. Il y a un an, je me suis rendu compte à quel point dans le monde de la course au large, il y avait très très peu d'utilisation des données médicales, de la connaissance médicale ou technologique des biocapteurs. Parce que c'est vrai que les bateaux ont été optimisés sur ces dernières années, mais on n'a fait aucune avancée d'un point de vue médical sur comment est-ce que les marins se préparent et comment est-ce qu'ils utilisent les connaissances médicales pour optimiser eux leurs entraînements et leurs performances en mer. Et ce qui était intéressant, c'est que moi, je travaille sur mon projet de mon côté, et en fait, la classe IMOCA m'a introduit au groupe Apicil et à Damien, parce qu'eux avaient cette idée aussi en parallèle, et travaillaient sur un projet de communication donc pour faire un peu plus parler de l'aspect médical et physique de la course au large. Alors l'idée du projet Apicil biocapteur, c'est une idée qui paraît tellement simple a posteriori, c'est de se dire on met des mecs sur des bateaux. Avec les bateaux, ils sont surveillés. Sur la carte du Vendée Globe, on voit la vitesse. On peut même simuler nous-mêmes, s'amuser avec des bateaux à côté pour voir si on est aussi performant qu'eux. Donc les bateaux sont surveillés et l'humain dans tout ça. Avant, on sait, on s'en occupe, préparation mentale un petit peu, préparation physique, on l'a dit, préparation médicale. Après, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont captés par les médias, ils disparaissent, mais je pense que c'est peut-être un peu compliqué pour eux. Et pendant, qu'est-ce qui se passe pendant ? Damien, je crois, avait cette sensibilité-là de se dire, il y a des trucs qui ne vont pas, je ne suis pas médecin, mais peut-être qu'on va un peu loin. Comment moi, je peux m'observer, me dire, stop, encore, ou hop, on se calme un peu, on y retournera demain. Je pense que c'est des attitudes super raisonnables et intelligentes et précurseurs, je pense. C'est bien dans ce sens-là. Ah, si on commençait à voir un truc. Ouais, il faut qu'on change il faut que je t'amène mon autre capteur. Il est un peu plus gros, mais il est filaire, donc tu peux le poser à un endroit et simplement mettre le petit capteur parce que c'est trop long. C'est pas possible. Et cette nuit m'a donné 95% en saturation, ce qui est trop faible. Ouais, on doit pouvoir mieux faire. Bon, bah, il faut que je ramène l'autre. Ça, c'est réglé. Là, tu verras, tu vois, là, c'est vert, c'est bon, ça, c'est jaune, c'est bon. Et puis, si t'es rouge, c'est que t'es trop haut. Enfin, tu seras pas trop haut, je pense pas. Donc, 115, 87 et 62 de pouls. Et ça te permet, quand tu vois le 62 de pouls, tu vas le corréler à celui de l'oxymètre, ça te donnera une idée si ça déconne, quoi. Du coup, tu as une deuxième mesure. On a proposé
de mettre un ensemble de capteurs qui vont mesurer. Un pouls, ça peut se mesurer de façon automatique avec une montre connectée, une tension avec un brassard, la température avec un thermomètre tympanique. Donc on a agrégé tout ça, une espèce de petite maquette avec une application qu'on a fabriquée, et tout était colligé pendant la course quotidiennement. Alors, les capteurs mis sur le skipper, intéressant. La tension artérielle, c'est en gros, mon cœur il bat, il envoie du sang dans mes artères et elle fluctue un petit peu sur la journée, mais elle peut être très très basse si je suis très fatigué et que je ne bois pas assez, ou je suis malade, ou elle peut être très très haute si je suis énervé ou si je fais des grands efforts physiques. On a mesuré l'oxygénation. L'oxygénation dans le sens, en gros, c'est directement corrélé à mon état de santé, puisque notre carburant, c'est l'oxygène. Si l'oxygène n'arrive pas bien, je ne suis pas en bon état de santé. On a mesuré la température corporelle. Notre température corporelle, elle varie un petit peu, au-dessous de 37 degrés. En général, on accepte plus 1 degré, moins 1 degré. Est-ce qu'elle variait, cette température, en fonction de la zone du globe où il se trouvait, aussi en fonction peut-être de ses performances? Est-ce qu'il y avait une incidence? L'idée, c'est que je m'approprie tout ça aussi pour faire de l'autodiagnostic. On est quand même sur des choses relativement simples. Le pouls, la saturation, la quantité de sommeil, la quantité de boissons, de nourriture. C'est relativement facile de dire je suis bien ou je suis pas assez. Et puis des fois, avec la fatigue, on a tendance à oublier comment ça s'est passé exactement la veille ou l'avant-veille, comment j'étais, comment j'ai mangé, comment j'ai bu, etc. Et tu peux vite creuser des dettes. Donc là, au moins, il y a une trace. Alors voilà à quoi ça ressemble, la vie à bord de coupe à piscine depuis quelques jours. En fait, on est travers au vent, il y a entre 18 et 35 nœuds de vent. Bon, ça n'arrête pas de monter et de descendre, c'est pas facile d'adapter le plan de voilure. Et puis surtout, ça tape. Et il y a pas mal de petites choses qui cassent sur le bateau et je vous raconte même pas, pour faire à manger, c'est vraiment pas simple. Donc ça fait 48 heures que j'ai pas mangé un truc chaud, je mangeais des apertisés froids et des barres de céréales, c'est tout. Donc une fois que j'ai fait le recueil de ces données-là, j'ai le questionnaire, moi, sur l'ordinateur, en ligne à répondre avec 24 questions qui vont à la fois de la quantité d'eau que j'ai bu dans la journée, si j'ai mangé toute ma ration de nourriture, et puis mon état d'humeur aussi. Parce que je suis plutôt... Est-ce que je me sens en forme? Donc il y a beaucoup de choses sur le ressenti aussi. Après, il y a aussi d'autres données qui sont envoyées et sur lesquelles j'interviens pas. C'est les capteurs qui sont directement, eux, sur le bateau, notamment le sonomètre qui est juste au plafond. Voilà. Quand on dit les bateaux sont très bruyants, au moins on va pouvoir mettre des chiffres dessus. L'idée aussi, c'était que les gens qui suivent la course se rendent compte du bruit auquel ils sont exposés, les marins. Et donc, on a trouvé sur les décibels l'équivalent à la maison, l'aspirateur. Vous imaginez, vous partez 70 jours et il y a un aspirateur en permanence en train d'être passé à côté de vous. C'est un peu ce qu'ils vivent, quoi. Puis de temps en temps, un peu plus fort. Donc, on va voir les échelles de décibels moyennes. On pourra faire le décibel moyen de tous les bateaux qui ont été mesurés sur les IMOCA. On va peut-être se faire peur, quoi. On a du mal quand même à s'habituer au bruit incessant du bateau et au sifflement des feuilles, mais on fait avec. Quand ça siffle, c'est que ça va vite. Donc c'est un bon repère aussi. Le bateau, lui, il est bardé de capteurs partout. On fait très attention de ne jamais franchir une limite acceptable. Il faut faire la même démarche aussi avec nous-mêmes. On peut encaisser, mais après, on reste des êtres humains. Et il y a un moment, il faut savoir se reposer. Et puis, il faut estimer la quantité de perte d'énergie qu'on peut avoir aussi, etc. Donc, c'est intéressant de prendre un peu, d'avoir des données pour finalement prendre soin de nous. On a dit l'apparition des foils, ça a rendu les bateaux plus compliqué à mener, plus compliqué à vivre, etc. Là, on va mettre des chiffres et puis à un moment donné, peut-être qu'on dira, non, stop, on stoppe ce type d'évolution parce que c'est plus vivable hors de nos bateaux, quoi. Ça devient inhumain comme sport. Voilà. Pour l'instant, on n'y est pas encore à cette limite, mais peut-être des fois, on n'y est pas loin. Avec ces conditions, la mission de la journée, c'est d'arriver à aller aux toilettes. Voilà, tenir en équilibre sur le seau, déjà que je tiens pas debout dans le bateau sans m'accrocher fermement. Donc je crois que même que je vais être obligé de mettre un casque pour aller sur le pot.
Je pense qu'on pensera à Damien Seguin longtemps encore, parce que d'oser proposer, colliger des données, être volontaire, mettre en alerte le corps médical, moi ça m'a ouvert l'esprit sur une autre façon de voir la course au large et son suivi. C'est-à-dire que j'ai des données en permanence possibles, accessibles, facilement accessibles, je vois son état, et s'il y a des trucs qui déconnent, qui ne m'appellent pas, ben moi je peux aller au-delà et appeler Damien. J'ai le droit de faire de l'assistance médicale. Et du coup, si le gars il est dans le gaz, il ne s'en rend pas compte, ben, il peut me livrer effectivement son ressenti. Et peut-être qu'on peut éviter le pépin. Un suivi continu des cours avec les moyens modernes qu'on a, on prend pas, mais bon, c'est accessible, ça serait bien. Et donc il ouvre ça peut-être, Damien. Au final, on a vraiment travaillé ensemble pour un projet qui j'espère, inspirera les prochains skippers et les prochaines courses au large à prendre en compte un peu plus l'aspect médical dans la préparation. Attention pour l'arrivée de groupe Apicil, Swain. Top. Passage de la ligne d'arrivée pour groupe Apicil. J'ai le sentiment d'avoir vécu un Vendée Globe assez difficile. Il est difficile physiquement, psychologiquement aussi. Et je pense qu'il y a un enjeu pour nos sports, pour l'avenir de la course au large et de l'avenir de grandes courses comme le Vendée Globe. Il faut dissocier la performance de l'aventure, en fait. Je peux prendre l'exemple de la Formule 1. La Formule 1, les Formule 1 d'aujourd'hui vont moins vite que les Formule 1 d'il y a 20 ans. Pourquoi elles vont moins vite? Parce qu'ils ont estimé que c'était trop dangereux. Donc ils ont renforcé les habitacles, ils ont mis des arceaux de sécurité et ils ont des moteurs qui ne sont pas aussi puissants qu'à l'époque. Ils ont dit on préfère avoir des pilotes en vie et arrêter d'avoir des crashs avec des pertes humaines, mais continuer à assurer le spectacle. Un spectacle qui soit sympa à regarder pour tout le monde à la télévision. Et nous, je pense qu'on est à cette charnière-là aujourd'hui, clairement. Oui, on fait des performances extraordinaires. Oui, on est capable de faire un tour du monde en solitaire sur un IMOCA en 64 jours. Mais en fait, ce n'est pas cette performance-là qu'on veut montrer. On veut montrer de l'aventure sur un tour du monde. Et au final, qu'on mette 10 jours de plus ou 10 jours de moins, ce n'est pas là la question. Ce qu'on veut, c'est passer des valeurs, c'est changer dans notre communication ce que les gens vivent de leur quotidien, les faire rêver, les faire s'évader. Il faut certainement qu'on fasse un pas de côté et qu'on réfléchisse clairement à l'avenir qu'on veut donner à notre discipline. Secouer Orangina, eh ben faites de l'IMOCA.